Très bien. Alors, on va lancer cette session qu'on anime avec Emmanuel, Marie Legrand, chargée de recherche à l'école des Ponts, membre du programme CAPI, anthropologue. Je m'appelle Emmanuel Legrand, je travaille à l'Institut Paris. Cette session s'intitule Des expérimentations à la planification urbaine, la séparation à la source, à la croisée des chemins. Vous pouvez encore changer ça si vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Donc on accueille Bernard Bouillot, qui est sociologue au CEREMA, Léa Lengart, qui est urbaniste et qui a travaillé à l'Institut Paris Région, Jean-Pierre Ploufou et Emmanuel Maurice de l'Agence de l'Océan Normandie, et Maëlys Bouchon, qui est économiste et qui travaille à l'Université de Reims-Champagnat. Donc on va avoir 4 présentations, l'un vers chacune, et puis avec 2 sessions d'échange, voilà, 2 présentations, et puis des discussions, des échanges, et puis les 2 présentations ensuite. Voilà, donc j'invite Bernard Bouillot à nous rejoindre pour commencer. Merci Marine. Donc, je suis Bernard Bouillot, je suis directeur de recherche au CEREMA, mais en fait, je suis présent dans le CAPI depuis le début, et dans cette présentation, c'est surtout à ce titre, je vais essayer de parler en compte, dans la salle, c'est surtout ce que je vais parler en quelques travaux, des éléments épars de travaux qui ont été menés par l'équipe sous CAPI, c'est-à-dire Marine Legrand, Mathilde Jovino, Alexandre Amarandi, qui a été postdoc à un certain temps, Mathilde Soigné également, et Fabien, toujours présent. Voilà. Donc, sur la notion de niche de déploiement de séparation à la source en contexte urbain. Alors, je vais commencer. Arrêtez, mais comment se fait? On va juste faire le partage d'écran correctement. D'accord. Je vais commencer par un tout petit peu de théorie. Je ne suis pas très fort en théorie, donc je vais passer assez vite dessus. Mais juste pour situer le sujet, j'ai besoin qu'on dissèche. Sur la notion même de niche de déploiement, bon, je vais essayer d'improviser. Donc, il ressort quand même de théorie, l'approche qui s'appelle MLP, multitude de perspectives. C'est un cadre théorique utilisé pour analyser les tensions socio-techniques, et Fabien en a fait mention au tout début de colloque hier, avec un schéma qui est beaucoup plus fluide, transparent. Mais ça met en évidence en fait 3 niveaux à considérer. Un niveau, on commence par le milieu, là, qui est le régime socio-technique, qui a un ensemble stabilisé de règles, d'infrastructures, d'acteurs et de pratiques dominantes, et il s'est entouré de, par le bas, des niches, qui sont des pratiques innovantes qui émergent à l'abri et ou en marge du régime socio-technique, et du paysage, qui sont les tendances dans lesquelles s'insère le régime en question, qui sont des tendances aussi bien économiques que culturelles, environnementales, etc. Et en fait, des pressions sur le paysage peuvent ouvrir à l'opportunité, à l'émergence et au développement de niches. C'est un peu ça, la théorie. Alors, la notion de niche dans le programme CAPI. Alors, en tout cas, dans la façon dont nous, on a appréhendé, je dirais, dans les travaux de sociologie du programme CAPI, on est venu, on s'intéresse, en fait, on est très attaché à partir des cas de terrain. Et donc, on étudie surtout des études de cas, on retire des enseignements sur ces conditions d'émergence et de pérennisation, donc c'est essentiellement de ça dont je vais vous parler. Et du coup, l'approche MLP que je vais vous présenter, elle a une valeur heuristique pour nous permettre de recadrer un peu tout ça dans un cadre conceptuel, mais c'est pas, nous, en tout cas, moi, c'est un collègue, je crois, qui partage un peu cette opinion, on n'a pas vocation à faire évoluer les théories sociologiques, MLP, les critiques, etc. C'est pour nous un outil heuristique. Et finalement, pour nous, la notion de niche, je parlerais plutôt niche potentielle, c'est en fait, en ayant été sur le terrain, c'est un type d'opération urbaine dans lequel on a observé un ou plusieurs cas de mise en œuvre de la séparation de la source, et ça marche. Voilà. Et donc on dit, on intuite, mais on fait plus qu'intuiter maintenant,
que ça pourrait se massifier dans ce domaine. Donc, voilà. Et donc, pour illustrer un petit peu la démarche de notre façon de travailler, je vais donc plutôt en fait, partir de deux expériences d'études de cas qui ont montré on a des expériences qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore. Une expérience d'habitat participatif, parce que c'est donc pour une niche qu'on considère importante du coup, et une autre en urbanisme transitoire. Voilà. Alors, le premier cas, c'est un cas intéressant parce que c'est le premier quand on a été dans un projet de recherche, c'était design à l'époque, on cherchait des études de cas et on avait eu pas mal de projets en cours. Et là, on a trouvé un cas où c'était déjà fait et c'était très important pour nous d'avoir, comment dire, une expérience dans laquelle il y avait un retour sur le vécu avec les toilettes séparatives. Et donc, c'est le cas de Auclair-le-Quartier, qui est un habitat participatif qui a été finalisé en 2017, mais qui c'est un projet qui est initié en 2011. Et ça, c'est déjà un premier point, c'est cette question des projets qui s'échelonnent sur un certain nombre d'années avant d'aboutir. C'est un élément assez important dans la genèse de l'identité, je veux dire, de ce type de projet. Alors, ça concerne, d'un point de vue pratique, 5 familles qui ont chacune leur appartement privatif, mais également qui ont des espaces et des équipements en commun, donc un jardin, une salle collective, un studio pour recevoir des amis, de machines à laver, de voitures, et pour tout ça, ils doivent se mettre d'accord à chaque fois sur qui c'est qui vient dans le studio d'amis, qui c'est qui prend la voiture, etc. Et en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, c'est la question de la séparation à la source, on a un système, on a des toilettes, et avec un modèle qui est le modèle qui est la photo là, à droite, qui est le modèle séparé, qui est donc un modèle qui permet de récupérer, de séparer les urines et FSS, qui est installé dans tous les appartements. Mais on a une spécificité ici, c'est que les urines, elles vont dans le réseau d'assainissement, et c'est seulement les FSS compostés au sein qui sont conservés, qui sont compostés au sein du jardin. Et en revanche, il y a un choix qui a été fait aussi de toilettes conventionnelles pour la salle collective et le studio. Donc on voit que finalement on est dans une situation d'ambition a priori limitée, quoi, pas complètement, pas aussi radicale que ce qu'on pourrait penser, mais on pourrait attendre. Mais néanmoins, ça s'explique par un certain nombre d'éléments et qui sont absolument essentiels, semble-t-il, pour comprendre à la fois la pérennisation de cette expérience et le fait qu'elle a reçu de l'adhésion de tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Voilà, c'est plus simple, la flèche. Donc, quelles ont été les conditions de genèse du projet d'assainissement interdit dans ce contexte-là? Déjà, c'est la particularité on trouve ça souvent dans l'habitat participatif, c'est la nature même du groupe qui constitue les habitants, celui-là en particulier, constitué de valeurs et d'aspirations communes. Hein, ils sont tous animés par les convictions écologiques, et d'ailleurs c'était un élément important, puisque en fait ils ont accédé à ce comment dire, ce site pour pouvoir faire leur projet en répondant à un projet innovant en matière. Après, ce qu'ils cherchent, c'est à vivre dans un habitat associant la qualité de vie, mais la sobriété et la simplicité, et tout ça aussi parce qu'il y a quand même dans l'habitat participatif, c'est une dimension assez importante, et une dimension économique. On cherche à accéder à un habitat à un prix qui est abordable. Et puis, il y a un autre point qui est assez important dans leur mode de fonctionnement, et qui est aussi une particularité souvent partagée dans l'habitat participatif, c'est qu'il y a une pratique de démocratie assez radicale. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'ils prennent, ils les prennent à l'unanimité. Le temps que les gens ne sont pas d'accord, ils continuent de travailler, et voilà, c'est quelque chose qui est assez structurant là-dedans. Et du coup, le choix même des toilettes alternatives traduit bien comment dire, cette logique et la construction, j'ai envie de dire, de consensus, et on a qualifié ça un peu d'idéalisme pragmatique, c'est-à-dire que
c'est le résultat de tout un cheminement qui est conduit à choisir un système technique adopté. Donc la motivation initiale, c'est une motivation qui est basée sur l'idée d'économie d'eau, de réduction des déchets. Cette question de la séparation sur des enjeux de nutriments, etc., c'est quelque chose qu'ils vont apprendre plus tard, mais qui ne va pas être décisif dans leur choix, puisque justement, ils mettent tout le pipi dans le réseau. Ça aurait peut-être été autrement, mais c'est un autre motif qui va... donc, mais la question de l'économie d'eau et de réduire les déchets, on voit que c'est assez structurant. Ensuite, il y a une question de maturation du choix. Ça commence par un intérêt qui est marqué, pas forcément par tous les habitants, mais qui ensuite va par l'accès à l'information, par des visites de terrain, par des recherches diverses, vont embarquer progressivement les gens. Et finalement, on arrive à la construction d'un consensus, et il y a des moments un peu clés pour arriver à faire adhérer, hein, parce que tout le monde doit être d'accord. Il y a le principe de réversibilité qui est assez essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont installé des toilettes qui pouvaient être réversibles ou désinstallées au cas où il y a un problème. Donc, ça a permis aux plus réticents de dire OK, ben, on se lance. Donc, et puis, le choix de l'urine vers les égouts, hein, comme je disais, c'est pas forcément le plus rationnel, on a l'impression, mais en fait, ça correspond à une rationalité très claire de contraintes spatiales et logistiques, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus, il n'y a pas d'ascenseur dans cet habitat-là, donc il faut trimballer les matières, et c'est beaucoup plus de poids, de trimballer l'urine comme ça, que de se contenter de faire de façon plus épisodique le transport des fesses. Et un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont limité cette idée de recours à ces toilettes sèches, séparatives, seulement aux espaces privatifs, avec cette idée que, OK, on s'engage par la planète, etc., mais quand même, comme on a une chambre d'amis, comme on a un espace qui accueille en plus des associations sur le quartier, etc., ça ne va pas le faire de devoir nous gérer ces toilettes s'il y a un souci. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'une sorte d'adoption d'une solution innovante, mais qui a pris le temps, comment dire, pour qu'elle soit vivable finalement partout. Ça, c'est un point extrêmement important, me semble-t-il, pour comprendre aussi comment cette comment dire, ça peut survivre, voilà, ce genre de... Donc, en fait, au quotidien, après, progressivement, les toilettes sont appropriées. Il y a un certain nombre de règles, notamment le modèle séparé qui vient avec des sacs spécifiques, etc., auxquels ils vont déroger. Alors, parfois, c'est l'un qui déroge et puis l'autre. Il y a beaucoup d'échanges pour améliorer les pratiques, voilà, qui sont faites entre les gens. Et chacun se débrouille un petit peu, mais également, il y a cette idée d'échange entre eux, ce qui leur permet finalement de surmonter des épreuves, parce qu'il y a toujours des épreuves dans la gestion quotidienne, et notamment, à un moment donné, ils se retrouvent avec une prolifération de boucherons, etc., et ils s'aperçoivent effectivement, que c'est pas que la durée de stockage est très importante, c'est qu'il faut limiter cette durée. OK. Donc, il y a un apprentissage sur le tas aussi de la gestion du devenir de matière. Au début, ces questions sont mises de côté. Ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont d'accord tous pour garder le caca sur leur terrain, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et ils doivent composter, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et il va falloir, en fait, ce qui est assez pour que tout le monde s'embarque dans l'idée qu'on peut en faire quelque chose, notamment des mettre au pied des arbres, et ben, c'est l'expérience, il y a une espèce de co-maturation de la façon de voir qu'est-ce que c'est que le compost de FSS, avec la réalité matérielle du compostage, ce qui fait que les gens disent, ah bah oui, c'est vrai, ça ressemble à la terre, je ne pensais pas. Voilà. Et puis du coup, ça a une gestion essentiellement régie par des règles informatiques. Donc voilà, l'habitat participatif, c'est une niche propice. On s'aperçoit qu'il y a des individus qui sont souvent engagés dans les enjeux écologiques, que sont relativement ouverts à l'expérimentation, c'est une motivation qui est souvent présente. Et le point, là, je n'ai pas insisté là-dessus, c'est un temps de gestation qui permet vraiment la maturation des idées aux gens d'évoluer. Voilà. Après, ça reste quand même, vous avez vu, des solutions très singulières. J'ai pris ce cas
Aussi, on voit que ça ne sera pas toujours la même solution. Et donc des enjeux d'embarquement et des épreuves à surmonter. Donc finalement, c'est une niche avérée pour la séparation à source, mais la montée à l'échelle, elle est encore à construire. Alors je prends plus rapidement un autre exemple sur la cité fertile, donc une opération de l'urbanisme transitoire. C'est un tiers-lieu éphémère qui a été ouvert en 2018, qui est installé sur une ancienne gare de marchandises, qui est opérée par une structure spécialisée, dont l'occupation était transférée jusqu'en 2022, mais en fait qui a été prolongée, et qui, comme ça, et qui a beaucoup d'activités, et c'est surtout, il peut y avoir énormément de gens qui viennent, il peut y avoir jusqu'à 10 000 personnes par week-end. Et là, on a des toilettes séparatives et des urinoirs sans eau, avec 9 cabines à tapis roulant et plusieurs urinoirs en gouttière. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'ils n'étaient pas obligés de faire des toilettes, parce qu'ils ont accès au réseau. Mais ils en ont fait, donc c'est une prise de position écologique forte. Et en fait, dans ce cas-là, le point sur lequel je voulais insister, c'est que c'est quand même une opération qui est très intéressante, parce que, je vous dis, il y a énormément de fréquentation. Donc, comment on va réussir à faire, comment ils font face au fait que ça arrive à fonctionner malgré la fréquentation très élevée. Et ben, on a regardé ça par une enquête. On a fait une enquête, d'abord une enquête auprès des agents, qui est en charge de ça, et aussi une enquête auprès des usagers du site, qui a montré que, en fait, finalement, la question des toilettes sèches, elle est de plus en plus acceptée par le grand public, qui, d'une certaine façon, certains se rendent à peine compte qu'ils ont à faire des toilettes différentes, et que l'enjeu, en fait, c'est surtout que les toilettes soient fonctionnelles, elles soient propres. Voilà. Donc, l'enjeu, en fait, dans une sorte de déplacement, qui est que, dans un site comme ça, le défi, c'est de l'exploitation au quotidien et de l'entretien. Et les agents, il y a déjà, et là ça fonctionne parce qu'il y a des agents qui sont investis, qui constituent progressivement leur savoir-faire, et voilà. Et aussi, parce qu'il y a une relative distinction qui est faite entre activité de nettoyage seulement et activité de maintenance qui, elles, supportent des compétences supérieures, bien plus importantes, pour que ça rende les choses possibles. Et finalement, les atouts limites de l'urbanisme transitoire pour le déploiement de la séparation à source, c'est vraiment un lieu, tout comme la participative, dans lequel on pense que c'est vraiment une niche, parce qu'on trouve souvent une ambition environnementale revendiquée. Il y a un point qui est très essentiel, justement, dans cette capacité à s'adapter par rapport aux problèmes, à faire face aux problèmes qui se posent, c'est la culture du bricolage, qui fait que on n'a pas des fiches de poste et puis des l'extérieur de la fiche de poste. Voilà. Les gens arrivent à faire les aménagements nécessaires par rapport à leur travail de base. Voilà. Et puis souvent, c'est un endroit intéressant parce que souvent dans ces territoires, il y a besoin de toilettes. Donc il n'y a pas toujours l'accès au réseau, même si c'était le cas là. Et du coup, il faut trouver une solution. Donc ça motive aussi beaucoup l'invention de solutions. Alors, les limites, c'est que c'est des opérations temporaires, mais qui peuvent durer, le cas ici. Et c'est des soutiens institutionnels qui sont parfois défaillants en décalage temporel par rapport à la temporalité. Alors finalement, les opérations du transitoire sont des expérimentations privilégiées pour les enjeux de la séparation. C'est un vecteur de montée en puissance pour la sensibilisation du public. Et c'est aussi, on pense, peut-être plus, c'est une niche de démonstrateur. Ça permet de vraiment sensibiliser un maximum de gens. Je m'arrête. Merci beaucoup Bernard. On va passer la parole à Léonie. On va commencer à mettre un petit peu. C'est ça, la présentation. Oui, c'est bien ça. Il faut juste le mettre en plein écran, peut-être à droite. Là,
Là, là, je vois rien du tout. Rien d'ici. Bonjour à tous. Donc, cette présentation, on va aborder l'intégration de la séparation à la source dans les documents d'urbanisme. Donc, on va surtout s'intéresser au cas de l'Île-de-France. Voilà, c'est un sujet qui peut être assez technique, donc le but, ça sera surtout de bien comprendre les principaux enjeux et aussi la déclinaison dans le temps et sur les territoires de cette intégration de la séparation à la source dans les documents d'urbanisme. Donc, quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Yael Gare, je suis urbaniste. J'ai commencé à m'intéresser à la séparation à la source pendant mes études et notamment pendant un stage au sein du programme CAPI. Donc, j'ai continué à travailler sur ce sujet à l'Institut Paris Région. Et un des travaux qui a beaucoup occupé l'Institut Paris Région ces dernières années, c'est la révision du schéma directeur de la région Île-de-France, donc le SDRIFE, qui intègre notamment une orientation sur la séparation à la source des extraits marins. Donc, pourquoi est-ce que ce schéma directeur est particulièrement intéressant? Donc, c'est un levier pour passer à l'échelle, pour essayer de généraliser les nouveaux aménagements intégrant la séparation à la source, notamment parce que ce schéma directeur s'impose à la fois aux SCOT, donc qui sont les schémas de cohérence territoriale, et les SCOT qui s'imposent quant à eux au PLU, donc c'est les plans locaux d'urbanisme. Et donc dans cette présentation, on va revenir surtout, donc ce sera le point qui nous occupera le plus, ça sera ce que dit concrètement le SDRIFE, comment on peut le traduire, comment ça se peut décliner sur les territoires. Et on abordera aussi l'intégration, est-ce que les documents d'urbanisme ont déjà commencé ou non à se saisir de cette question, et quelles sont les actions prioritaires qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser l'intégration des séparations à la source dans les documents d'urbanisme. Alors, très concrètement, le SDRIFE, il y a plusieurs parties dans ce schéma directeur, notamment une partie qui sont les orientations réglementaires qui s'imposent, qui ont une valeur juridique, qui s'imposent aux documents d'urbanisme. Donc, l'orientation 37 fait partie de la partie qui vise à préserver les ressources en eau. Donc, alors, je vais vous lire, pour ceux qui sont au fond, ce sera peut-être plus facile. Donc, dans les nouveaux quartiers aménagés en renouvellement urbain ou en extension urbaine, il convient de points. Donc, il y a une première partie sur la gestion des eaux pluviales qu'on va sauter, même si c'est très important. Donc, il convient de limiter les apports d'azote et de phosphore au système d'assainissement afin d'adapter les apports d'eau usée aux capacités de traitement et de permettre l'adéquation des rejets d'eau usée traitée aux capacités futures et anticiper des milieux naturels récepteurs en tenant compte du dérèglement climatique et des baisses de débit projetées. Les dispositifs de collecte sélective des excrétants humains sont à promouvoir. C'est un peu long et assez dense. Donc, ce qu'on peut en retenir concrètement, c'est que l'approche du SDRIFE, c'est de partir de l'acte d'urbaniser pour associer une responsabilité au document d'urbanisme, qui est donc de réduire ces nuisances. Donc, dans le cas présent, il s'agit de limiter donc, les rejets d'azote et de phosphore qui peuvent avoir un impact sur les milieux. Donc, il faut bien préciser que l'existant n'est pas concerné. Donc, si vous habitez en Île-de-France, vous ne serez pas obligé dans les prochaines années d'installer des toilettes sèches chez vous, par exemple. C'est bien quelque chose qui concerne, même si c'est très pertinent, c'est bien quelque chose qui concerne les nouveaux aménagements. Et enfin, on peut voir que la séparation à la source est clairement mentionnée, même si elle est citée comme solution à promouvoir. Et donc, le SDRIFE ne peut pas réglementairement imposer la séparation à la source, mais en tout cas, il cite bien cette solution et encourage à la mettre en œuvre. Alors, très concrètement, comment le SDRIFE va se décliner? Donc, le SDRIFE a été adopté très récemment, en juin 2025. Pour rappeler un peu la logique, donc le SDRIFE qui est à l'échelle de la région et qui donc, donne les grandes lignes de l'aménagement régional à horizon 2040, va s'imposer aux SCOT, qui sont les schémas de cohérence territoriale. Donc, j'ai mis par exemple en rouge le SCOT de la métropole du Grand Paris. Et enfin, les territoires qui sont dotés de SCOT, donc ce n'est pas sur le cas, contiennent aussi des PLU, donc des plans locaux d'urbanisme, et ces PLU vont devoir prendre en compte le SCOT. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est que le SCOT, c'est un document qu'on appelle pivot ou intégrateur. Donc,
C'est-à-dire qu'il va intégrer tous les documents de normes supérieures, dont fait partie le SDRIFE. On a aussi par exemple le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin. On a également le schéma régional de cohérence écologique. Donc tous ces documents de normes supérieures vont être intégrés au SCOT et donc les PLUI et les PLU vont pouvoir se référer uniquement au SCOT. Donc en fait, la conséquence, c'est que si certaines orientations du SDRIFE ne sont pas traduites dans les SCOT, ça peut ne pas se répertorier après dans les PLUI. Donc il ne faut pas oublier cette étape du SCOT qui est vraiment très importante. Et au niveau de la temporalité, donc on peut distinguer deux cas. C'est vrai que ça complexifie un peu la chose, mais il y a d'abord les documents d'urbanisme qui ont été adoptés avant le 1er avril 2021, donc avant l'application de l'ordonnance qui concerne la hiérarchisation des normes en urbanisme. Donc avant le 1er avril 2021, on prend comme délai pour se mettre en compatibilité la date d'approbation du SDRIF, donc là qui est 2025. Et pour les documents qui ont été adoptés après 2021, c'est en fait, on prend comme référence comme délai, pour le délai, leur élaboration de leur propre révision. Donc ce que ça donne, je fais le calcul, c'est que les SCOT ont jusqu'à 2028 maximum pour se mettre en compatibilité avec le SDRIFE, donc pour prendre aussi en compte l'orientation réglementaire 37 qui concerne la séparation à la source, et pour les PLU, donc en fonction du cas si un SCOT ou pas, on arrive à maximum 2029 pour prendre en compte le SDRIFE. Donc finalement, c'est un délai qui va être très rapide, et donc ça appelle vraiment des actions assez immédiate pour arriver en 2029 à avoir des PLU qui puissent, dans leur cahier des charges, avoir certaines prescriptions qui permettent de mettre en œuvre la séparation à la source dans les nouveaux quartiers. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que certains documents d'urbanisme intègrent déjà cette question de la séparation à la source? Alors, pour le moment, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez nouveau pour les collectivités et pourtant, il y a certains facteurs qui sont assez favorables justement à se saisir de la séparation à la source. Donc, on peut constater par exemple dans certains diagnostics, par exemple de PLUI ou de SCOT, déjà des mentions de tension sur les capacités d'assainissement qui sont remarquables, les impacts sur les milieux naturels qui sont déjà présents. Il y a aussi certains projets de territoire qui sont favorables au fait de se saisir de la séparation à la source. Donc, par exemple, des projets de territoire qui voudraient améliorer les capacités d'approvisionnement alimentaire, se saisir en fait du sujet de la souveraineté alimentaire. Et donc, si on additionne tout ça, il y aurait une synergie qui serait vraiment à trouver et pour permettre aussi de se saisir de la séparation à la source comme réponse à cela. Et pour le moment, c'est vrai que c'est pas encore réalisé. Donc rapidement, les actions qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser la bonne intégration dans les documents d'urbanisme. Donc déjà, il y a un enjeu qui est assez crucial d'accompagnement des collectivités, avec un point de vigilance, comme je disais, sur les schémas de cohérence territoriaux. Donc on peut imaginer par exemple des actions d'animation territoriale, comme c'est le cas pour les eaux pluviales qui portent leurs fruits. On pourrait aussi imaginer d'étendre la dynamique à d'autres schémas directeurs d'autres régions, par exemple en essayant d'étendre cette dynamique à d'autres régions qui font partie du bassin Seine-Normandie. En Île-de-France, donc on pourrait, c'est important de cibler les territoires qui vont accueillir l'urbanisation nouvelle et qui donc vont devoir suivre les règles du SDRIFE, des SCOT et des PLU. Donc je pense particulièrement au quartier du Grand Paris Express, même si c'est vrai certains sont déjà bien entamés. Il y a également des secteurs d'urbanisation préférentielle qui sont définis par le SDRIFE, donc qui peuvent aussi être consultés. Et on peut aussi garder en tête les opérations de renouvellement urbain. Donc la mission de préfiguration du programme 3 de l'ANRU est en train d'être réalisée. Donc c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça sera important de le garder en tête. Et enfin, on peut aussi s'intéresser à des territoires qui sont déjà propices, dans le sens où ils porteraient déjà
des volontés qui font apparaître pas mal de synergie avec la séparation à la source des excréta humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est détaillé dans une note de l'Institut Paris-Région qui vient de paraître, donc je vous invite à la consulter. Donc cibler les territoires les plus propices, c'est-à-dire s'appuyer sur des projets territoriaux qui existent déjà, par exemple pour préserver la qualité de l'eau et sa disponibilité, ou encore améliorer la souveraineté alimentaire. Donc ça peut être le cas dans les documents d'urbanisme, mais on peut aussi retrouver ces volontés-là dans les plans alimentaires territoriaux, ou encore dans les chartes de PNR. Donc ça peut être un point de départ. Et par exemple, sur ces territoires-là, on peut cibler des projets de bâtiments de grande taille qui permettent justement de collecter un gisement important d'urine et matière fécale, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Donc, par exemple, lors de la rénovation ou de la construction de grandes pôles tertiaires, industriels ou de grands bâtiments résidentiels. Donc, pour conclure, les choses qui me semblent importantes à retenir, c'est déjà le délai, le timing. C'est qu'on a moins de 4 ans pour traduire le tri-feu en Ile-de-France, pour qu'on puisse aboutir à des plans locaux d'urbanisme qui ont des prescriptions qui s'imposent en fait aux pétitionnaires qui vont être amenés à bâtir en Ile-de-France. Donc ça, c'est vraiment important. L'urbanisme a pour cela un rôle clé pour permettre ce passage à l'échelle dans la séparation, dans l'intégration de la séparation à source des excréta. C'est vrai que c'est important de faire vivre le tri-feu, parce que si on ne se saisit pas de cette orientation réglementaire, ça ne va pas forcément porter des fruits de lui seul. Il faut aussi des relais sur les territoires pour porter ça. Et enfin, un enjeu plus vaste qui est celui de la diffusion des connaissances et des compétences sur la séparation à la source. On a parlé des collectivités, mais c'est aussi important que les aménageurs, les bureaux d'études, les entreprises de maîtrise d'œuvre se professionnalisent aussi sur ces sujets-là et pour permettre le bon déploiement et voir arriver dans quelques années, on l'espère, des nouveaux quartiers avec la séparation à la source. Je vais inviter Léa et Bernard à rester parce qu'on va converser de commentaires, de questions. Et je sais pas si vous préférez vous asseoir ou rester de. Je sais pas comment vous voulez. Et moi, je vais te passer le micro. Bonjour, Lionel Boileau, Action Environnement. Ma question pour Mme Génard, c'était est-ce que le tri-feu vaut pour les quartiers en rénovation? La question, c'est est-ce que le tri-feu vaut pour les quartiers en rénovation? Oui, tout à fait. Ça s'applique aussi aux quartiers en rénovation. Tout à fait. Est-ce que tu peux rappeler quels sont les acteurs qui interviennent dans la mise à jour des SCOT? Alors, dans la mise à jour des SCOT, donc les SCOT, c'est des documents d'urbanisme qui sont élaborés à l'échelle de bassin de vie, donc ça peut être des syndicats qui sont chargés de d'élaborer ces SCOT. Et pour les PLU, c'est ça que tu disais, Tanguy? Et pour les PLU, donc c'est soit les PLU donc à l'échelle intercommunale. Donc, par exemple, en Ile-de-France, on a au sein de la métropole du Grand Paris, on a les fameux EPT, établissements publics territoriaux. Et ça peut aussi être à l'échelle simplement communale. Voilà, c'est des acteurs qui sont en charge du PLU. Tac, voilà. Samuel Sel, AMO en Bretagne. C'est vraiment super. Voilà, c'est super, je suis contente. J'ai essayé de motiver les Bretons à en faire autant. Quand ça se passe à Paris, il y a toujours un petit peu comme ça, voilà, les Parisiens, moi aussi. Mais du coup, moi, j'ai toujours ces espèces d'allers-retours de grande échelle à petite échelle. Et donc, je suis en train de voir des tuyaux dans les VRD avec le réseau unitaire pour l'urine, machin, etc. Puis je me rappelle que quand on utilise ces toilettes à séparation, il faut pas mettre de Javel dedans. Et à part interdire la fabrication et ou la vente de Javel, je ne vois pas comment ça va être possible. Et ouais, c'est pas tellement une question, mais c'est un peu
comment est-ce qu'on fait quand on est urbaniste, archi, aéro, etc. Enfin bref, dans un bureau, à penser des projets en très gros et à faire des schémas à très grande échelle, et qu'on arrive dans le plus intime endroit de notre vie au quotidien pour faire que tout ça, ça fonctionne, quoi. C'est une question un peu générale. Oui, c'est vraiment un enjeu majeur, hein. C'est très compliqué. C'est pour ça que je trouvais intéressant de poser les cas que je vous ai présentés, parce qu'on voit que ces changements de pratique, c'est des choses qui se construisent, comment dire, qui sont pas, on n'est pas dans le yaka faucon, il y a vraiment une sorte d'adhésion qui fait qu'on intègre, comment dire, à la fois la philosophie, mais aussi la pratique matérielle de la chose. Et une chose, c'est d'avoir envie de faire quelque chose, et puis après, quand il faut le faire tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a vraiment un gros travail de conviction et d'accompagnement des acteurs. Hier, il y avait une session qui était pilotée par Louise Rayet, qui parlait des questions d'accompagnement d'usage, etc. C'est des éléments absolument clés pour garantir justement que les intentions de ces projets, à l'épreuve du quotidien, soient sur le tas. Mais c'est très compliqué, parce qu'on a d'un côté des fois des opérations vertueuses, mais qui reposent sur des personnes militantes, et puis après, il y a le petit tas de moyens et qu'il faut embarquer. Et voilà, on se gratte un peu la tête pour savoir comment faire. Il y a un enjeu clé là. Jérôme Cadet, je compose. Quel est le risque que les préconisations du ZRIFE ne soient pas reprises dans les PLUI? Puis est-ce qu'il y a d'autres préconisations de ce type-là qui sont faites en province, pas par le ZRIFE, mais par des organismes un peu similaires en province? Donc là, votre question, ça porte surtout sur... Quel est le risque que cette transcription de l'article 37 ne soit pas reprise dans les PLUI? Le risque qu'elles soient pas reprises, c'est déjà qu'elles ne se transmettent pas dans les SCOT, parce que donc, les PLU ne se réfèrent qu'aux SCOT, donc ça c'est déjà un premier risque. Et après, j'ai la suite de votre question qui concerne... Du coup, ça veut dire quoi? Que les SCOT ils seront déclarés non conformes? Les SCOT... pourraient être déclarés non conformes, du coup? C'est vrai que tout ce qui est contention de l'Ouest, je ne suis pas du tout spécialiste, donc j'aurais du mal à vous répondre là-dessus, mais c'est vrai que la séparation à la source, elle est mentionnée dans le ZRIFE, mais le ZRIFE ne peut pas obliger à mettre en place cette séparation à la source, donc aussi, les SCOT doivent aussi porter cette volonté politique-là. Donc ça peut aussi être quelque chose de magnifique. Je peux compléter un petit peu. Alors, en fait, c'est le rôle des services de l'État des DDT, en fait, notamment, de regarder la conformité des documents. Concrètement, il n'y a pas vraiment de contentieux. En fait, le contentieux est toujours évité. Donc, ça se passe en amont. Cela dit, ça veut quand même dire qu'il se passe bien quelque chose en amont de la rédaction des documents d'urbanisme locaux, que ce soit au niveau des SCOT ou au niveau des PLI. Il y a quand même beaucoup d'échanges en fait, entre les services et au moment de la concertation sur l'élaboration du projet. Et c'est ce qui s'est passé en fait pour la rédaction de ces orientations réglementaires du ZRIFE. C'est quelque chose qui avait été écrit en chambre, ça a été en fait déjà partagé entre différents acteurs, côté État, agence de l'eau, SIAP à l'époque, et puis effectivement le rôle de l'Institut auprès de la région de France. Et donc il va se passer la même chose au niveau des SCOT à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un moment crucial parce qu'il y a une subsidiarité en fait dans l'écriture de chaque document urbanisme. Et comme l'a expliqué Léa, en fait, le SCOT, il doit avoir une conformité avec le ZRIFE, mais c'est pas exactement, on ne reprend pas la même chose et on écrit la même chose. Il y a vraiment une subsidiarité à chaque échelle. Ouais. Comment la séparation à la source est arrivée dans le ZRIFE? Est-ce que c'est du programme CAPI ou d'autres dynamiques? Et du coup, comment ça se passe dans les autres régions pour que ce soit indiqué aussi dans le schéma directeur? Est-ce que tu réponds à cette question parce que il y a eu une convergence en fait de vision d'acteurs de l'agence de l'eau Normandie, de l'Institut Paris-Région qui collabore effectivement avec le programme CAPI depuis de nombreuses années. Et donc, il y a eu une prise de conscience de l'urgence des sujets et des enjeux qui étaient en rapport avec cette question de la séparation à la source des extraits. Et
conscience à porter auprès des services de la région de France. On s'est appuyé en fait dans nos démarches sur ce qui s'est passé pour l'intégration dans les documents d'urbanisme de la gestion intégrée des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réglementairement obliger à la séparation à la source directement. En revanche, au titre de l'acte d'urbaniser, comme Léa vous l'a présenté, il y a une responsabilité de déclarer urbanisable des territoires. Et donc, au titre de cette responsabilité-là, les documents d'urbanisme peuvent introduire des réglementations qui vont limiter en fait les dégâts occasionnés par l'urbanisation. Donc concrètement, on s'appuie sur le fait qu'il y a des éléments, enfin des techniques, des systèmes d'assainissement sur lesquels on peut limiter un apport, exactement comme on a refusé finalement que les pluviales continuent à aller dans les tuyaux. C'est un peu le même principe et la même démarche qui peut prendre une réalité dans les documents. Est-ce que d'autres régions font la même chose? Je crois que la réponse est oui. À ma connaissance, ce sera évident, j'essaie. La question de Mathilde. Non, mais c'est juste un petit Ah ouais. je pense que dans les points qui sont importants, c'est que ce soit l'agence de l'eau ou le SIA, on a participé au développement de l'innovation. Et comme on est en même temps acteur dans les processus de concertation, d'élaboration, d'élaboration, supra comme le schéma de ou le SRIF, voilà, il y a une sorte de alignement des planètes qui se fait finalement plus facilement. J'ai juste deux petites questions. Une qui va être très rapide, c'est quelle est la fréquence de renouvellement des SRIF, des créations des SRIF, pour pouvoir justement le répliquer sur d'autres films. La fréquence de renouvellement, c'est tous les 7 ans, c'est ça? En fait, ça a été variable. Normalement, ça devrait être un document qui puisse nous donner la visibilité sur 10 ans. En tout cas, c'est comme ça qu'il est pensé en termes de prospective. Et finalement, avec l'accélération des enjeux, plus éventuellement des solutions politiques, c'est-à-dire que le Grand Paris a quand même été poussé à bout, là, c'est pas mal de choses. Là, on s'est quand même pris un premier drift qui avait commencé en 2007 et qui a fini en 2013. Et là, de 2013 à 2025, finalement, ce drift, il a eu une durée de vie habituelle. Donc, j'aurais du mal à savoir combien de temps va durer celui-ci. Mais du coup, ça nous oblige à prévoir quand même des choses. C'était par rapport à le fait que vous ne pouviez pas mettre la séparation à la source dans vos règlements. C'est juste que si on peut travailler avec la séparation des eaux pluviales, si on ne peut pas le mettre dans celui-là de l'urbanisme, parce qu'il est dans d'autres. Ça, sur la séparation des eaux pluviales, on retrouve dans des documents réglementaires. Alors, il faudrait une réponse du juriste là-dessus. Moi, ce que j'ai compris, c'est que si on nomme trop précisément la méthode de gestion, on peut parler du fait que ça va tordre les lois du marché. Donc, en fait, on ne peut pas obliger à une méthode précisément pour la gestion d'un flux. En revanche, on peut limiter des apports à quelque chose d'existant. Voilà, toute la nuance est là-dedans, et je pense que c'est quand même un domaine qui est évolutif, et ce qu'on se permet en droit, en fait, a tendance à évoluer. Merci. Et pour compléter, en fait, le PLU qui est le schéma de nouvelle donc il y a ça aussi comme possibilité. Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Maurice de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, avec Jean-Pierre Pluvaux, lui également de l'Agence de l'eau. On va vous présenter du coup les résultats d'une étude que l'Agence de l'eau avec l'ADEME a lancée et qui s'est terminée juste avant l'été. Une étude justement pour étudier un peu quelles sont les conditions d'un déploiement de la séparation à la source sur l'Île-de-France. Très rapidement, l'Agence de l'eau, ça a été évoqué effectivement là déjà à plusieurs reprises et j'imagine ces jours précédents aussi. L'Agence de l'eau, on en a parlé, c'est le SDAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Donc, c'est un document de planification. Et dans l'usage aussi, il y a une disposition en lien avec la gestion à la source des urines. Et puis, l'agence de l'eau, c'est aussi les redevances qu'on prélève au sein de l'agence de l'eau. Donc, redevances que tout à chacun, on paye à travers nos factures d'eau et qui servent du coup à verser des subventions à des projets qui vont permettre d'améliorer ou de protéger la ressource en eau. Voilà notre credo. Cette étude, donc, elle a été lancée en partenariat avec l'ADEME. Elle a été réalisée par PwC avec Solagro et le Sommet Environnement. Alors que je tiens à remercier, puisque d'ailleurs, on va utiliser leur diaporama ici là, pour vous présenter les résultats de cette étude. Et puis, du coup, on va pouvoir lancer le début. Donc, cette étude, comme je le disais, l'objectif, c'était bien de voir comment on pouvait déployer à l'échelle francilienne, un peu densifier, en fait, enfin, changer d'échelle, la séparation à la source des urines, avec un certain nombre de questions clés qu'on s'est posées. Déjà, de savoir si cette séparation à la source pouvait représenter un gisement potentiellement intéressant et valorisable pour l'agriculture francilienne. Aussi de savoir quelles étaient les modalités techniques de déploiement de cette séparation à la source des urines. Et puis, dans quelle mesure, ça c'est une question importante pour nous, agence de l'eau, cette séparation allait pouvoir répondre à des enjeux environnementaux locaux, donc soit en termes de préservation de l'état de nos masses d'eau, donc de limitation des pollutions, aussi pour l'ADEME, bien sûr, de réduction des gaz à effet de serre, et puis aussi d'objectifs en lien avec le traitement par les stations d'épuration. Donc, est-ce que ça pouvait, dans certains cas, bien justement, répondre à tout ou partie des enjeux en termes de traitement d'azote ou de phosphore dans les stations d'épuration. Et puis, l'étude a aussi commencé à essayer de voir quelles étaient les conditions techniques, financières, économiques, pour pouvoir mettre en place ce type de filière. Alors, le premier point, ça a été une étude des gisements, du potentiel d'urine et donc d'azote qui pouvaient être séparés à l'échelle francilienne, avec déjà une vision, on va dire, un peu théorique, que représente l'ensemble des urines à l'échelle francilienne et donc le volume d'azote et de phosphore qui seraient, si toutes les urines étaient séparées, qui seraient valorisables de cette façon. Donc, quelques chiffres ici, on a un peu plus de 6 millions de mètres cubes d'urine à l'échelle francilienne et ça représente, donc si toute cette urine était séparée, 45 000 tonnes d'azote et 3 000 tonnes de phosphore. Alors, pour info, c'est moins que l'ensemble de l'azote et phosphore utilisé par l'agriculture francilienne. Donc, même si toute l'urine était séparée à l'échelle francilienne, ça ne répondrait pas à l'ensemble des besoins, en tout cas sur le schéma agricole actuel, l'ensemble des besoins d'azote et phosphore. Ce qui était intéressant aussi, c'est que l'étude a pu identifier quelle était l'origine, quels étaient les différents gisements entre habitats, entre établissements recevant du public, comment ça se répartissait, du coup, cette production d'urine. Et donc, on voit qu'il y a de fait près de 2/3 de l'urine qui est produite dans le domicile, donc plutôt sur du diffus, mais des sources aussi qui sont assez intéressantes sur les bâtiments publics. Et donc, l'étude a un peu creusé sur cet aspect-là aussi, pour voir au niveau des grands gisements quels étaient le potentiel de séparation à travers ces gisements. Et donc, on voit qu'en regardant juste une partie de ces grands établissements, c'est donc uniquement 3% des lieux recensés que sont donc les aéroports, les grands parcs de loisirs, universités, etc. Eh bien, ces quelques, entre guillemets, grands établissements représentent à eux seuls 50% du gisement des établissements recevant du public, enfin grands établissements. Donc, du coup, la possibilité quand même de toucher un gisement non négligeable en s'intéressant d'un peu plus près à certains des bâtiments. Alors, ensuite, du coup, cette étude, comme je disais, avait pour objectif d'essayer de voir comment, à travers des objectifs que nous, on avait au niveau de l'agence de l'eau, de préservation des milieux ou d'appui, on va dire d'aide au traitement au niveau des stations d'épuration d'azote et de phosphore, donc de voir un peu comment cette séparation à la source pouvait répondre à ces objectifs. Donc, du coup, l'étude a permis de mettre en place différents scénarios sur les territoires, avec ces objectifs. Le premier, donc, de voir si, dans certains endroits, ça permettrait d'atteindre le bon état des masses d'eau par rapport aux paramètres azote et phosphore, ou sur certaines zones de collecte, si cette séparation à la source allait permettre aux stations d'épuration d'atteindre leurs objectifs
en termes d'abattement d'azote et de phosphore. Et puis, il y a eu un scénario un peu plus, je dirais, prospectif, qui est de voir si on avait une solution technique adaptée à l'échelle de l'habitat, et donc un scénario un peu maximisant. Qu'est-ce que ce scénario permettrait d'atteindre en termes de séparation d'azote et phosphore? Comme résultat, là, par rapport à cette étude et ce qu'elle a pu mettre en place sur ces différents objectifs, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis d'identifier en fait un certain nombre d'itinéraires techniques en fonction des territoires, en fonction est-ce qu'on a des ERP, est-ce que c'est plutôt de l'habitat diffus, des zones où on va avoir des nouvelles urbanisations. Donc, quelle était dans ces cas-là la meilleure façon de collecter, de traiter, d'amener cet engrais jusqu'au champ. Et donc, du coup, on a un peu des itinéraires techniques qu'on va pouvoir, du coup, nous promouvoir au niveau de l'agence de l'eau sur les territoires où on voudra, du coup, promouvoir justement cette séparation à la source des urines. Alors, en termes de résultats assez concrets, on a, du coup, grâce à cette étude, identifié des zones, des territoires, des bassins versants, où clairement, cette séparation amenait un plus, que ce soit pour les milieux ou pour les stations d'épuration. Alors, déjà sur des grands bassins versants, donc on retrouve au niveau de la Seine et de la Marne, donc on a, du fait de la densité de population, si à travers les scénarios qu'on a étudiés et des scénarios qui prenaient en compte donc, la faisabilité de cette séparation à la source, donc quels sont les gisements, quelles sont les hypothèses de séparation qu'on peut mettre en place sur ces différents gisements, eh bien, on voit qu'on a effectivement un effet positif sur ces bassins versants des grands axes. Cet effet aussi se retrouve sur un certain nombre de petits bassins versants, où là, on va retrouver des milieux qui sont assez fragiles, avec des débits de cours d'eau en fait, qui sont plus faibles, une densité, là aussi, en termes d'effluents, qui est importante, et là aussi, la séparation à la source des urines, du coup, va pouvoir amener le petit plus qui va permettre de soit maintenir l'état, ou en tout cas d'éviter qu'il se dégrade, voire d'atteindre le bon état grâce à cette séparation à la source et la diminution des rejets en azote et phosphore. On a donc aussi regardé au niveau des stations d'épuration, et donc en regardant celles qui aujourd'hui n'atteignaient pas leurs objectifs en termes de traitement d'azote et phosphore. Et bien là aussi, un certain nombre de zones de collecte ressortent de cette étude comme étant du coup des zones de collecte où il serait intéressant densifier ou mettre en place cette séparation à la source des urines, puisque du coup, le fait de soustraire cet azote et phosphore des réseaux publics d'assainissement va aider les stations d'épuration, les systèmes de collecte à atteindre leurs objectifs en termes de traitement d'azote et phosphore. Donc, objectif à chaque fois, que ce soit pour le bon état lié à la directive 4 sur l'eau ou là, la directive sur les eaux résiduaires. Donc, du coup, nous, ça, c'est des résultats très intéressants pour nous, puisque au-delà du juste d'âge, qui est notre document de planification à l'échelle du bassin, on a aussi sur les territoires, on met en place des contrats en fait, territoriaux. Et donc, on travaille directement avec les collectivités, avec les maîtres d'ouvrage sur ces territoires-là. Et il se trouve que l'année 2025 est une année où on renouvelle justement ces contrats. Et donc, on va pouvoir, grâce à l'identification un petit peu de ces secteurs prioritaires, où en tout cas, il y a un intérêt à peut-être mettre un peu plus de pression ou de volonté sur cette question-là, et bien, on va pouvoir essayer d'intégrer ça dans nos contrats territoriaux pour pouvoir, du coup, essayer de développer cette séparation des sources. Donc, voilà pour les premiers résultats. Voilà. Alors, quelques chiffres par rapport aux axes dont Emmanuel a parlé, donc soit l'axe des CE ou l'axe des rues. Dans l'étude, on s'est fixé 2 horizons temporels. Donc, le plus lointain, c'est à 2045. C'est là où il serait raisonnable de penser que l'on puisse parvenir. Et 2035, 10 ans avant, donc, pour faire un point d'étape. Et tout ça, les 2 scénarios sont plus ou moins raccords. En fait, ils se chevauchent pour partie. Et tout ça, ça voudrait dire que si on veut arriver à ce résultat en 2035, il faudrait collecter 320 000 mètres cubes d'urine par an, ce qui représenterait une quantité d'azote valorisable de 1300 tonnes. Et en 2045, donc aux projections à 20 ans, on tangenterait le million de mètres cubes d'urine pour
une quantité valorisable d'azote de 4000 tonnes. Je n'ai pas détaillé le scénario massification dans la data, puisqu'à ce jour, on n'a pas les technologies qui permettent de développer massivement. Ça présentait peu d'intérêt aujourd'hui de vous le présenter. C'est un scénario qui est, on va dire, très disruptif. Donc Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente la consommation d'engrais en Ile-de-France? C'est 65 000 tonnes d'azote, 7 000 tonnes de phosphore, presque 8 000 tonnes. Et actuellement, on voit que si on se fixe comme objectif en 2035 de soustraire, enfin de valoriser 4 000 tonnes d'azote, on couvre à peine, dans l'hypothèse actuelle d'utilisation des engrais, 5 à 15% de la consommation de l'agriculture. Et si on se projette dans un scénario, on va dire, éco-responsable de transition agroécologique, où on met moins d'azote et moins de phosphore, mécaniquement, cette part forcément augmente. Donc, tout ça pour dire, cette diapo, c'est que la séparation à la source des urines, elle a toute sa place, enfin, elle peut trouver sa place, c'est débouchés agricoles, c'est assez net, hein, 5 à 15% de la consommation agricole d'engrais dans le système actuel. Alors, ça, c'est une diapo sur les coûts d'investissement et du coût de fonctionnement. Bon, ne retenez pas les chiffres précisément, c'est plutôt des ordres de grandeur, parce que l'étude, elle a été réalisée très sérieusement, mais en fait, on parle de coûts et de filières qui n'existent pas actuellement. Donc, c'est des projections sur ce que seraient ces coûts. Et ça veut dire quoi? Cette diapo-là, celle de gauche, ça voudrait dire qu'il faut investir entre 30 et 40 millions d'euros par an jusqu'en 2035 pour soustraire 1300 tonnes d'azote valorisable. Et en coût d'exploitation, ça représenterait de 20 à 40 millions d'euros de coût d'exploitation par an. Et il faut souligner que les ratios qui ont été trouvés là, ils sont assez proches des ratios que l'on retrouve dans la filière séparation à la source et valorisation des biodéchets. Voilà, Emmanuel, quelques mots sur les externalités positives. Alors, on le voit sur l'analyse économique un peu brute et comme ça, montre effectivement des chiffres qui peuvent être assez importants, quoique comparables à d'autres types de valorisation de déchets. Mais ce qui est important à noter, c'est que cette séparation à la source, il y a d'autres externalités positives liées à sa mise en place qui ont aussi des impacts économiques, alors qui sont plus difficiles à chiffrer. Donc, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas forcément dans ce calcul économique, mais il est important quand même de les avoir en tête. La moindre consommation d'eau, déjà, en premier lieu, hein, qui est loin d'être négligeable. Le traitement de l'azote et du phosphore en station d'épuration, c'est très énergivore. La production d'engrais est par elle-même très énergivore, et donc du coup, le fait de substituer cette production par une séparation à la source des urines apporte là aussi des économies en termes de production d'électricité. On a aussi une réduction des gaz à effet de serre, hein, parce que là aussi le traitement en station d'épuration ou la production industrielle d'engrais émet des quantités assez importantes de gaz à effet de serre. On a au niveau de l'impact environnementaux une moindre pollution du coup dans les cours d'eau, puisque du coup on a soustrait une partie de cette pollution pour pouvoir l'utiliser en agriculture, que ce soit du coup en termes d'azote ou de phosphore. Et puis le traitement de l'azote et le phosphore, il y a une nouvelle directive sur les eaux résiduaires urbaines, la DRU2, qui a été votée assez récemment au niveau européen, qui va devoir se mettre en œuvre progressivement au niveau national, qui augmente les objectifs en termes de traitement au niveau des stations d'épuration. Et donc, du coup, là aussi, ça peut amener à des économies en termes d'équipement de ces stations, dès lors que, du coup, on n'a plus à traiter cet azote, ou en tout cas moins, et qu'on peut répondre, du coup, à cette
ces obligations. Et puis enfin, effectivement, un enjeu qui est quand même assez important en termes de souveraineté alimentaire. Forcément, aujourd'hui, c'est des engrais qui sont importés. Là, du coup, on a une production locale. Donc, une partie, en tout cas, de ces engrais nécessaires à l'agriculture sont directement produits localement et participent à cette souveraineté alimentaire de la France. Donc, voilà pour les… Ça touche aux questions d'économie de l'environnement. Tous les économistes de l'environnement se grattent la tête pour savoir combien ça coûte un environnement sain, comment on peut le valoriser. Voilà, des mètres cubes d'eau économisés, c'est valorisable. En revanche, les tonnes de CO2 évitées au milieu, il n'empêche que, Emmanuel l'a rappelé, il faut prendre en compte toutes ces externalités positives et les mettre en face des coûts qui sont affichés pour l'investissement et le fonctionnement. Et j'ajoute d'ailleurs que les stations d'épuration, les coûts d'investissement et de fonctionnement, c'est gratuit non plus. Donc, on a fini notre présentation. Voilà, dire peut-être aussi qu'on a fait cette étude un petit peu parce qu'on sent que c'est le moment pour tout le monde de se lancer. Partout où on se balade en Ile-de-France, on voit qu'il y a des nouvelles ZAD, des ZAD, des qui sont en construction. Alors, il y a des projets très ambitieux comme Saclay qui a pris le train en marche, mais on se dit que si on ne le fait pas maintenant, ça va être dur de rattraper notre retard si on veut développer la séparation à la source, parce que vous savez, dans un bâtiment qui est déjà construit, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire la séparation que si c'est pensé et bien pensé dès le départ. Il suffit de vous balader ici dans ce quartier pour voir que si on y avait pensé il y a 20 ans, on aurait déjà beaucoup avancé sur la séparation à la source et la pression phosphore sur les milieux. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez vous-même fait parler avec le lancement du tri à la source des biodéchets sous l'angle économique, ce qui était une parfaite transition avec la dernière présentation de ce matin par Maëlys Bouchot. Je te dirais. Donc, bonjour à tous et toutes, merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices du colloque pour l'invitation. Donc, moi je suis doctorante en économie à Reims et aussi enseignante en sciences sociales à Centrale Lyon, et puis membre du collectif Biomasse SHS que Marine connaît. Donc, pour cette présentation, je vais faire en deux temps. Je vais d'abord faire un retour très général et rapide sur la situation du tri à la source des biodéchets aujourd'hui en France et plus particulièrement des déchets alimentaires ménagers. S'il y a des questions, on pourra revenir dessus après. Et ensuite, je ferai un zoom sur un enjeu en particulier qui est la question de l'articulation entre gestion de proximité et gestion centralisée de ces déchets. Donc, pour aller très vite sur les définitions, les biodéchets, c'est l'ensemble des déchets alimentaires et des déchets verts. Les déchets alimentaires, c'est soit les préparations de repas, donc les épluchures par exemple, les restes après un repas et les produits alimentaires non consommés ou non consommables. Les déchets verts, ça va être les tonnes de pelouse de vie morte, le bois coupé, etc. Et le tri à la source, donc c'est quand on sépare différents flux de matière détritiques avant valorisation ou avant collecte, s'il y a une collecte avant la valorisation. Alors, on a beaucoup parlé de tri à la source des biodéchets depuis que la loi AGEC de 2020 a rendu obligatoire ce tri pour tout le monde à partir du 1er janvier 2024, avec 31 décembre 2023 officiellement. Il faut savoir que ça, c'est en fait la dernière étape d'une chronologie qui était quand même assez longue. On a une obligation de tri à la source des biodéchets depuis 2012 pour des producteurs, des gros producteurs. Et en fait, par étape, on a étendu cette obligation-là des producteurs de moins en moins gros, jusqu'à la dernière étape donc, de la loi AGEC. Alors, ce qui est intéressant avec cette chronologie aussi, c'est de se rappeler que dans ce domaine-là, c'est la réglementation européenne qui donne le là. Et notamment, au départ, l'obligation de tri à la source pour tous en France, c'était à partir de 2025. Et on a dû l'avancer d'un an, puisque la réglementation européenne a dit que non, ce serait à partir de 2024. Alors, on a beaucoup parlé de tri à la source à partir de cette extension pour tous, parce qu'en fait, ça rendait le tri obligatoire pour la première fois pour les ménages. Et du coup, ça posait des nouveaux enjeux différents de ceux qui se posaient pour les autres producteurs de biodéchets avant, notamment parce que les ménages, c'est des producteurs de déchets, mais leurs déchets sont pris en charge par la collectivité, par le service public. Et puis, on a aussi un vrai enjeu matériel à aller chercher les déchets alimentaires des ménages, notamment parce que
d'après la dernière caractérisation des poubelles grises, des ordures ménagères résiduelles, les derniers chiffres de l'ADEME de 2017, on avait encore à ce moment-là un gros quart en gros, de la poubelle grise qui était composée de déchets organiques, donc autrement dit des déchets qui partaient en incinération et en enfouissement. Donc on a un vrai enjeu là-dessus. Donc dans la suite, je me focalise surtout sur la question du déchet alimentaire ménager, même si ça va que ça bien sûr dans la question des biodéchets. Alors souvent quand on étudie le tri à la source des biodéchets et des déchets alimentaires, on a deux grandes façons de gérer ces déchets-là quand ils sont triés à la source. C'est soit la gestion dite de proximité, soit la gestion dite centralisée. Alors dans les deux cas, on est quand même sur une échelle géographique restreinte, on n'est pas sur des déchets électroniques qu'on va envoyer dans un autre pays pour les valoriser. Mais il y a quand même une différence d'échelle parce que la gestion de proximité, c'est sans collecte, c'est vraiment sur place, alors que la gestion centralisée, c'est avec collecte. Et aujourd'hui, en France, la gestion de proximité, c'est essentiellement par du compostage, donc, sur différents espaces, que ce soit l'espace privé ou l'espace public. Et puis la gestion centralisée, on a principalement deux technologies. C'est soit du compostage dit industriel, parce que c'est sur une plateforme, soit de la méthanisation. Je ne vais pas rappeler, un compostage, c'est une dégradation biologique avec oxygène qui donne un compost, donc il y a un amendement. La méthanisation, c'est une dégradation biologique mais sans oxygène, qui donne du biogaz dont on peut faire beaucoup de choses différentes, et qui donne aussi un digestat qui, lui, a des propriétés fertilisantes, sauf si on le retransforme par la suite. Alors, que vais-je dire ensuite ? Alors, bon, on a cette partition un peu classique entre gestion de proximité et gestion centralisée. Dans la pratique, dans le détail, il y a une très grande diversité de dispositifs techniques et organisationnels qui sont mis en place sur les territoires, en France ou à l'étranger. Là, j'ai mis quelques photos, mais vous avez une grande diversité de dispositifs de pré-collecte et de collecte. Vous avez aussi des tonnes de façons différentes de faire du compost. Et enfin, vous avez bien sûr différentes façons de faire du méthane. Alors, le méthane, vous avez mis vraiment la méthanisation, je vous ai mis toutes les options possibles depuis la low-tech, c'est l'image en bas, l'avant-dernière en Inde, jusqu'au méthanisateur de jardin, qu'on trouve en Grande-Bretagne tout en haut, en passant par l'immense structure qu'on connaît plus tôt. Et tout en bas, c'est une start-up strasbourgeoise qui propose des méthaniseurs pour les espaces urbains relativement denses. Donc voilà, il y a quand même une très grande diversité de technologies possibles. Donc pour finir ce petit tour d'horizon sur la gestion des tri à la source des déchets alimentaires des ménages aujourd'hui, ça, ce sont les derniers chiffres de l'ADEME, qui datent d'avril. Alors, il faut distinguer la population qui est couverte par un dispositif proposé par le service public et la population qui réalise le tri à la source. Parce qu'on peut avoir des gens couverts mais qui n'utilisent pas les dispositifs qu'on leur propose. Et inversement, on peut avoir des gens qui se débrouillent tout seuls pour valoriser leurs déchets alimentaires sans passer par les dispositifs du service public. Mais bon, l'ordre de grandeur à retenir, c'est qu'on a une moitié de la population qui est couverte par un dispositif du service public. Et on a une grosse moitié de la population qui déclare trier à la source ses déchets alimentaires. Ce n'est pas forcément la même moitié, mais vous avez l'ordre de grandeur. Alors, juste avant de passer à l'enjeu de l'articulation entre les deux formes de gestion, je voulais balayer rapidement quelques enjeux qui me semblent aussi très intéressants quand on s'intéresse à quand on regarde la mise en place de ce tri à la source, sans rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Alors, au niveau micro, bien sûr, comme toute nouvelle filière, il y a des tas d'enjeux différents qui se posent, des enjeux économiques, politiques, sociologiques, des enjeux environnementaux, savoir le bilan environnemental de ces nouvelles filières. Il y a des enjeux aussi sur des territoires spécifiques. Comment est-ce qu'on trie les déchets alimentaires sur une île? Comment est-ce qu'on les trie à la montagne? Comment est-ce qu'on les trie dans l'espace public? Ou encore, comment est-ce qu'on les trie dans une zone touristique où la population fait x10 en été? Voilà, il y a des enjeux comme ça spécifiques. Pour toutes ces questions-là, il y a beaucoup de documentation qui existe aujourd'hui, qui a été produite par des acteurs comme l'ADEME, comme la MOMS, l'INRAE également. Donc, je vous en ai mis quelques-uns ici. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des filières qui, jusqu'ici, prenaient en charge les déchets alimentaires. Parce qu'en fait, ils ne vont pas nulle part. Donc, ces déchets-là, quand ils ne sont pas triés à la source, ils vont en incinération et en enfouissement. Et en fait, si on réussit à mettre en place ce tri à la source de 30% de la poubelle des ordures ménagères résiduelles, et donc on enlève toute cette matière organique de la poubelle qui part en incinération, en fait, ça change la quantité et les propriétés des matières qui vont en incinérateur, notamment leur pouvoir calorifique, et donc ça pose des vrais enjeux pour la filière incinération. Des enjeux à la fois techniques, économiques et politiques, sachant que c'est une filière qui a pas mal d'inertie, c'est des contrats
délégation de services publics qui sont sur 10 ans, 15 ans. Donc, ça pose des enjeux à ce niveau-là aussi. Il y a des enjeux aussi qui se posent sur la notion même de tri à la source et la façon dont elle est amenée par la réglementation. Alors, avant le vote de la loi AGEC, il y avait beaucoup de débats en amont, et notamment, je voulais juste mentionner le fait que certains acteurs s'opposaient à cette mise en place du tri à la source des biodéchets, notamment tout le secteur du tri mécano-biologique, qui est un ensemble d'acteurs, de technologies où en fait on trie la poubelle grise après qu'elle a été jetée, donc en mélange. C'est une technologie qui n'est pas forcément très répandue et qui est en perte de vitesse aujourd'hui, mais ces acteurs existent toujours et ont toujours un discours critique de la façon dont le tri à la source est mis en place aujourd'hui. On a aussi des questionnements qui se posent sur la dimension réellement incitative de cette obligation, puisqu'aujourd'hui, les sanctions n'existent pas vraiment. Et en fait, les collectivités sont plutôt motivées à passer au tri à la source des biodéchets par la fiscalité environnementale. Dans le détail, c'est la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes. C'est une taxe parapluie qui concerne plein de domaines, et notamment, il y a une partie qui porte sur l'incinération et l'enfouissement. Donc là, je vous ai mis un graphique que je devrais réactualiser, mais vous avez la tendance. C'est les taux de cette taxe ces dernières années sur certaines formes d'incinération et d'enfouissement. Donc, on est clairement sur une dynamique croissante. Et c'est plutôt ça, en fait, qui va inciter les acteurs publics à essayer de sortir des déchets de la poubelle grise. Et du coup, ça pose problème, parce que à quoi est-ce qu'on incite réellement ces acteurs? En fait, on les incite à détourner les biodéchets de la poubelle grise, mais est-ce qu'on les incite à valoriser ces biodéchets? Pas forcément. C'est pas forcément la même chose. Donc, ça peut poser des problématiques ensuite sur l'efficacité, on va dire, de la valorisation de ces biodéchets et le retour au sol de qualité ou la production d'énergie pour la méthanisation. Et un dernier point, là, la loi AGEC introduit une obligation de tri, mais sans forcément de donner de consignes sur la suite en fait, de la chaîne de valeur. Et donc, on a un peu une obligation générale, alors qu'on pourrait se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas trier un peu différemment en fonction des technologies qui arrivent par la suite. Donc, aujourd'hui, on a surtout l'alternative entre compostage et méthanisation, mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, l'entomoconversion, qui consiste à donner les déchets à manger à des insectes. Ensuite, on récupère soit l'insecte lui-même, soit la fiente de l'insecte. Et on a aussi tout le développement de la bioéconomie circulaire. Donc, à l'échelle européenne, c'est un sujet qui est de plus en plus important. Et en fait, ça consiste à essayer d'utiliser la biomasse détritique pour faire des biomatériaux, des biomolécules pour la chimie, des biosolvants, des bio, etc. Ça se développe aussi. Donc voilà, j'ai fini ce petit tour rapide des enjeux. Maintenant, je vais juste creuser un petit peu sur la question articulation de gestion de proximité et gestion centralisée. C'est un sujet qui fera l'objet d'une publication prochainement dans la revue Normand si ça vous intéresse. Donc ça se base sur un travail que j'ai mené sur 2 territoires, la métropole de Lyon et l'Eurométropole de Strasbourg, qui sont tous les 2 des territoires où la collectivité est vraiment engagée sur le sujet tri à la source des biodéchets. Dans les 2 cas, les 2 collectivités ont mis en place des politiques publiques de renforcement pour la gestion de proximité. Et en parallèle, elles ont développé des nouvelles solutions de gestion centralisée, avec dans les 2 cas une collecte en point d'apport volontaire. Donc, les ménages sortent déposer leurs déchets dans un point d'apport volontaire. La seule différence, c'est qu'à Lyon, ils ont fait le choix du compostage industriel, tandis qu'à Strasbourg, c'est de la méthanisation. Mais en fait, le résultat, c'est que ça ne change absolument rien à l'articulation entre gestion de proximité et gestion centralisée. Donc ma question de recherche, c'était justement comment les 2 interagissent à l'heure de la loi AGEC. Parce qu'il y a déjà une certaine littérature scientifique qui porte sur l'articulation de ces 2 formes de gestion, mais c'était quand même un peu avant l'entrée en vigueur de la loi AGEC et cette forme d'ébullition dans les politiques publiques qui l'a précédée et qui l'a suivie. Donc c'était l'idée de réactualiser aussi un peu cette littérature. Et donc, je m'appuie sur des méthodes qualitatives à base d'entretien avec les acteurs de la gestion de proximité, de la gestion centralisée et des collectivités. Donc, ce n'est pas du tout une enquête avec un but de représentativité statistique. Hein, ça ne reflète que ce que les acteurs que j'ai rencontrés m'ont dit. Alors, quand on observe les 2 types de gestion, on se rend compte que, en fait, sur différents domaines, il y en a un qui a l'air mieux que l'autre, mais ce n'est pas toujours le même qui semble mieux que l'autre selon les domaines. Donc, en fait, ils ont des avantages et des défauts qui sont relativement complémentaires. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Je ne vais pas du tout détailler, mais ce qu'on peut relever ici, c'est que, par exemple, le problème de la gestion centralisée par rapport à la gestion de proximité, c'est qu'on transporte les déchets et la collecte, donc ça crée des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, le problème, c'est que quand on concentre les déchets sur une grosse plateforme, ça concentre les nuisances également.
Et puis, on a moins cet aspect de lien social, de valeur sociale qui est attaché à la gestion de proximité. Mais à l'inverse, la gestion de proximité, ses limites, en quelque sorte, c'est que le compost qu'elle permet de produire n'est pas normé pour des raisons sanitaires, et donc n'est pas en théorie commercialisable ou donnable, et donc ça limite les potentialités de retour au sol, notamment en agriculture. Et puis, pratiquer le compostage de proximité, ça a plus de contraintes que d'aller mettre son déchet alimentaire dans un point d'apport volontaire. Notamment, il y a des contraintes d'ouverture des composteurs, c'est à des horaires précis, il y a certains déchets qu'on ne met pas. Donc voilà, c'est plus contraint pour les utilisateurs. Et donc, face à cette situation-là, j'ai relevé un paradoxe en fait, dans les discours des acteurs enquêtés. C'est-à-dire que d'un côté, tous les acteurs que j'ai rencontrés admettaient en fait, ces limites et ces avantages des deux formes de gestion. Et le mot qui revenait le plus souvent dans les discours, c'était complémentarité. Tous les acteurs disaient oui, la complémentarité des deux gestions est souhaitable. Mais en pratique, en fait, on observait sur le terrain une concurrence entre les deux formes de gestion au détriment de la gestion de proximité, avec des composteurs qui perdaient leurs adhérents, des listes d'attente qui disparaissaient, voire même des composteurs qu'on retirait de l'espace public parce qu'il n'y avait plus assez de personnes qui l'alimentaient. Et donc, les acteurs de la gestion de proximité sont en colère face à cette situation-là, mais ce qui est important à noter, c'est qu'ils ne critiquent pas vraiment la gestion centralisée dans la théorie, ils critiquent la façon dont la collectivité pilote les deux formes de gestion, qui met en concurrence les deux, alors qu'il y aurait une potentialité de complémentarité. Alors, comment expliquer ce paradoxe-là, au-delà du fait qu'il y a des explications en termes de proximité plus ou moins importantes des acteurs avec les codes des marchés publics. Les acteurs de la proximité, c'est plus difficile pour eux de répondre à des marchés publics que pour les acteurs de la gestion centralisée. Moi, je vous propose deux grands facteurs explicatifs. Le premier facteur, c'est que les acteurs n'ont pas la même lecture de l'enjeu environnemental associé au tri à la source des déchets alimentaires. Pourquoi? Parce que cet enjeu environnemental, en fait, il est multidimensionnel. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche à retourner au sol de la matière organique, du carbone, des nutriments? Est-ce qu'on cherche à produire de l'énergie dite verte? Est-ce qu'on cherche à limiter le plus possible l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre de la gestion des déchets? Est-ce qu'on cherche à sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire? Est-ce qu'on cherche à détourner les déchets de l'incinération? Et en fait, les acteurs que j'ai enquêtés ne hiérarchisent pas de la même manière ces différentes dimensions du problème. Et pour les acteurs de la proximité, c'est très important qu'il n'y ait pas de transport, alors que pour les acteurs de la gestion centralisée, c'est un moindre mal pour permettre un retour au sol en agriculture. Et du coup, les acteurs, en fait, derrière, le désaccord porte aussi sur leur vision de ce que doit être la ville circulaire et comment la matière organique circule dans la ville. Donc, il y a des désaccords sur la ville circulaire d'aujourd'hui. Donc, par exemple, l'idée qu'il y a des espaces urbains qui sont trop denses pour mettre un composteur partagé et qu'il faut mettre de la collecte, eh ben, ce n'est pas une idée qui fait consensus. La notion de densité, voilà, où est-ce qu'on place le curseur? Où est-ce que ça devient trop dense? C'est quelque chose qui ne fait pas consensus entre les acteurs. Et puis, il y a des désaccords sur la définition de la ville circulaire de demain, et notamment les acteurs en fait, de la gestion de proximité. Eux, ils voient l'intégration de leur dispositif à une ville qui serait aménagée autrement, avec une place, par exemple, plus importante de l'agriculture urbaine. Et le deuxième élément d'explication que je voulais mentionner ici, c'est que les acteurs sont en désaccord sur la façon même d'articuler les deux solutions, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur à quoi sert la gestion de proximité. Pour les acteurs que j'ai enquêtés de la gestion centralisée et des collectivités, la gestion de proximité, ça sert plutôt à de la prévention, ce n'est pas efficace en termes de traitement. Et le lien social que permet cette forme de gestion-là, en fait, ça relève de l'ordre de la sensibilisation et de l'éducation. Alors que pour les acteurs de la gestion de proximité, il y a une vraie idée, pour ceux que j'ai enquêtés, d'une efficacité possible de leur dispositif. Ils peuvent faire du traitement de déchets. Et le lien social qu'ils permettent de faire, ce n'est pas que la sensibilisation, il y a ça, mais c'est aussi beaucoup plus profond et ça peut même permettre de développer des engagements forts des habitants et des changements dans les modèles économiques, politiques, etc. Ouais, ça, je vais le passer. Et donc, pour ouvrir cette présentation, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est étudier du coup la réaction des acteurs, notamment de proximité, face à cette concurrence de la gestion centralisée de fait. Et on observe effectivement déjà des évolutions. Alors, par exemple, les acteurs de la proximité cherchent à réduire les contraintes pour les utilisateurs en laissant les composteurs en accès libre, en réduisant les contraintes sur les intrants. Là, vous avez la communication du RCC l'an dernier, tout se composte, hein, pour rappeler qu'on peut quand même composter la viande, etc., si on le sait faire. Et puis, il y a aussi des innovations techniques et organisationnelles qui se développent. On a l'impression que peut-être qu'il y aurait une troisième forme de gestion qui émerge à l'interface entre les deux, avec notamment une recherche de
limiter le transport carboné tout en permettant un retour sur l'agriculture. Ça, c'est par exemple le développement de composteurs comme table ou de la vélogistique, de la collecte à vélo des biodéchets. Et j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Dans une minute et demie, on a commencé avec 10 minutes, un quart d'heure de retard tout à l'heure. Donc on va quand même prendre un temps pour les questions, si ça vous convient. D'autant que dans la salle, il y a des acteurs de la séparation de ressources des excrétas et des acteurs de la gestion des biodéchets. Donc ça peut être des questions ou des points de vue, des témoignages. Merci pour la question. Dans le scénario là, que vous avez étudié à l'agence, il y a un scénario que je n'ai pas vu. Et on en a parlé en introduction, c'est qu'en fin de compte, on ingère plus d'azote qu'on a besoin physiologiquement. Est-ce que du coup, il n'y a pas un enjeu de travailler sur un scénario où toute la population francilienne, on arrivait à l'horizon de 10 à 15 ans à réduire nos injections d'azote? Donc ça veut dire aussi autour des questions d'amélioration de l'alimentation pour toutes et tous, et qui permettrait peut-être de réduire des 10% à certainement un coût beaucoup moindre et avec plein d'externalités peut-être positives. Est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose à creuser aussi? Parce qu'on est quand même là dans des options qui sont aussi technologiques, tout ça, et donc là, il y a des enjeux de sobriété aussi, pour plein de raisons de santé et tout ça. Tout à fait, c'est clair que tout ça, ça peut participer clairement à la réduction des émissions dans le milieu d'azote au final. Après, nous, à Agence de l'eau, on a moins la main sur ce type de politique et d'accompagnement en termes d'alimentation, d'encouragement, etc. Donc c'est vrai que nous, on a plutôt regardé, parce que malgré tout, même si ce type de consommation plus raisonnable se met en place, vis-à-vis de la viande, ce genre de choses, on a quand même, avant que ça atteigne un niveau suffisamment important, de toute façon des enjeux aujourd'hui sur cet azote et phosphore qu'on retrouve dans nos milieux. Donc du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Bruno, effectivement, ça fait partie des... comme on le disait par exemple sur l'agriculture, mais aussi le fait de baisser les besoins en agriculture, ça participe peut-être à une échelle encore un peu plus importante à la réduction du coût de l'utilisation et puis de ce qui pourra se retrouver dans les milieux. Et c'est l'ensemble de ces politiques qu'il faut mener un peu de front, en fait. Ça ne s'oppose pas forcément de toute façon. Bonjour, moi je suis Annie de la société Compostelle et on fait partie justement des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets. Donc on est prestataire à Lyon. On est prestataire de la métropole de Lyon, notamment justement pour l'accompagnement des habitants. Et je voulais te remercier Maïs pour cette analyse, franchement, de ce parallèle avec les deux solutions. Et moi, je trouve, c'est aussi pour faire le lien avec la première question, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre la source de biodéchets et la source des excrétas depuis 3 jours, là. Et notamment sur cette histoire de réduction on mange trop, et du coup on excrète trop, enfin on pourrait consommer moins d'azote, et c'est exactement pareil pour le biodéchet. La gestion de proximité, dans les externalités positives, tu aurais pu rajouter que ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Parce qu'à partir du moment où on trie nous-mêmes ces déchets, on les gère nous-mêmes, et bien on va se rendre compte qu'on est pas mal idée que finalement pour les trier, pour en faire un compost avec, c'est un petit exemple, mais voilà, et donc ça, alors que la gestion par la collecte, c'est le phénomène chasse d'eau, en parallèle avec l'eau, à partir du moment où c'est valorisé, c'est pas grave, on peut gaspiller. Et une autre question aussi, c'est sur la qualité du tri. Le compostage industriel, même si le compost est normé, on se retrouve avec du plastique ou du microplastique dedans, on est en train de polluer les sols. Et j'ai vu hier, on était à la sortie sur les champs là, on est allé jusqu'à la parcelle, on a en gros un plastique 100 mètres carrés au pied des champs, quoi. Alors c'est pas la faute de l'agriculteur, hein, mais on se rend plus compte de toute cette pollution qu'on a, du plastique qui arrive jusque dans les sols,
On parle souvent du plastique qui est dans la mer, mais il y a aussi dans le sol. Est-ce que je peux réagir juste à la deuxième partie? Merci beaucoup, Annie, pour ton témoignage. Effectivement, la question du gaspillage alimentaire, la sensibilisation, c'est beaucoup plus faisable en collectivité qu'avec une borne qui ressemble à une poubelle comme l'autre. Et sur la question des plastiques résiduels, effectivement, en fait, le compost normé, il dépend de la norme du 44-051. Et sur ce sujet, c'est vraiment un article de sociologie, mais qui est très accessible, de François-Joseph Daniel, qui est professeur à Strasbourg, qui a fait l'historique en fait, de comment cette norme a été adoptée. Et c'est un peu ce qu'on disait mercredi, c'est-à-dire que le processus de la norme, de l'élaboration de la norme dépend de compromis technologiques, scientifiques, mais aussi économiques, industriels, etc. Mais une fois que la norme est votée, ça devient la Bible, comme disait le directeur de l'école du droit mercredi. Et voilà, il faut revenir aussi sur l'histoire de cette norme. Oui, encore 3 questions. On va faire des questions synthétiques et puis des réponses de même, comme ça pour aller les Une question pour l'agence de l'eau sur une mise en contexte des 40 millions d'euros par an par rapport aux capacités d'investissement de l'agence ou de ce secteur. Et pour Maëlys, c'est simplement sur l'incinération. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ça vous pose des problèmes de plus avoir les déchets pour l'incinération? C'est plutôt positif, en fait, ça vaut mieux. Déjà, c'était juste une petite clarification. Déjà, un grand merci pour parler du compostage de proximité, parce que ça reste quelque chose de très social, on est sur la voie publique. Il y a une toute petite nuance que je n'ai pas entendue, mais c'est parce que c'est très récent aussi. On est aussi aujourd'hui sur des notions de compostage de territoire. On va toucher le concitoyen et la concitoyenne sur la voie publique. Donc ça, on crée des liens sociaux, mais par contre, on a aussi un gros problème d'histoire depuis la loi AGEC des commerces. Et là, c'est comment on les aide à valoriser leur production et comment on les aide aussi sur le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est 2 notions et 2 liens qu'on doit continuer de travailler sur de la durée. Donc, sur la question des investissements, c'était ça, c'était l'impact pour l'agence, toujours en mode immergé par les demandes de projets et de financement. À ce titre, je rebondis sur les propos que j'ai entendu tout à l'heure dans l'alignement des planètes. Pourquoi ça fonctionne aussi, pourquoi ça bouillonne et ça l'essence, la séparation, c'est parce que l'agence de l'eau met 80% de subventions sur les projets des collectivités et jusqu'à 60% pour les entreprises. Donc ça aide à stimuler, on va dire, les initiatives. Et les 40 millions rapportés à ce qui est dépensé annuellement sur le bassin, en Ile-de-France, c'est pas grand-chose. Par an, on va attribuer notre direction, on attribue, je crois, 250 à 300 millions d'euros d'aide tous les ans, sachant que tous les projets ne parviennent pas. Je dirais que ça doit être l'ordre du milliard d'euros, montant des dépenses qui sont effectuées chaque année en montant le renouvellement. Donc c'est absorbable. Je pense que ce n'est pas une difficulté financière insurmontable, mais il faut réussir à convaincre les élus de mettre de l'argent là-dessus. Ça, c'est pas le plus facile. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour l'apport sur le message naturel. Je ne connaissais pas, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me corriger aussi ou à apporter des précisions. On apprend tous les jours sur ce sujet. Ça m'intéresse. Alors, sur la question des incinérateurs, donc, si on arrive à enlever les 30% de déchets organiques qui est dans les ordures ménagères résiduelles, ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui potentiellement de vide de four. Il y a moins d'intrants que ce que pourquoi le four est calibré. Et ça existe en Suède. Ils ont tellement bien trié leurs déchets qu'ils sont obligés d'en importer maintenant, pouvoir faire brûler dans leurs incinérateurs, parce qu'en fait, ils ont construit leur réseau de chaleur urbain sur l'énergie issue de l'incinérateur. Ils ont besoin que l'incinérateur tourne pour chauffer leur liaison. Le deuxième problème, c'est que l'incinérateur est calibré pour brûler du biodéchet. C'est-à-dire qu'ils ont une idée de la composition habituelle de l'intrant. Donc, si on enlève cette fraction-là qui est humide, etc., qui brûle différemment, ça change les propriétés de l'intrant, il faut changer les paramètres du four, voire il faut changer les fours. Et ça pose un troisième problème qui est plus politique et économique, c'est-à-dire que
Les délégataires qui exploitent les infrastructures, ils ont un contrat avec la collectivité sur lequel il y a un engagement d'usage entrant. Et donc, si ce n'est pas le cas, la collectivité peut se retrouver à payer une amende à ces délégataires, notamment parce que le délégataire se rémunère aussi sur la production d'énergie qu'il vend. Et donc, s'il a plus cette rentrée d'argent, son modèle économique est déséquilibré. Et tout ça, c'est des contrats qui sont sur 10-15 ans, donc il faut vraiment cibler pour pouvoir renouveler. C'est ce que la ville de Grenoble a fait, par exemple, en 2012. Elle a décidé qu'en 2022, elle fermait un four de son incinérateur. Donc elle s'est donné 10 ans pour mettre en place l'utilisation des biodéchets et d'autres solutions. Vous avez l'impression Je rajouterais juste, Antoine Padilla, du parc naturel du Gâtinais, je suis tout à fait d'accord sur les contrats qui imposent des tonnages. Il y a cependant quelques contre-exemples où il y a des collectivités qui ont passé des contrats où justement l'industriel ou le délégataire a des objectifs de réduction de tonnage, donc ça existe, ça commence. Juste une petite question pour l'agence, je voulais savoir si l'étude est en ligne ou si on peut la consulter et s'il y a des projets, quelles sont les portes d'entrée à l'agence pour pouvoir solliciter notre accompagnement. L'étude n'est pas encore en ligne, elle sera très prochainement sur le site internet de l'agence de l'eau. Et puis, les portes d'entrée, déjà, soit par deux, enfin, ça dépend de la localisation des projets, en fait. Nous, on est réalisé à l'agence de l'eau. Si c'est sur l'île de France, on peut être déjà une porte d'entrée. Ensuite, en fait, toutes les demandes passent par une plateforme dédiée, qui s'appelle Démarche Simplifiée. Du coup, les demandes d'aide. Je rajoute aussi qu'on se met au bout du jour à l'agence, parce que c'est pas que prêcher la bonne parole et dire aux autres ce qu'il faut faire et les inciter. C'est que nous aussi, on va s'organiser de manière. Actuellement, c'est porté par 2 ou 3 personnes à l'agence. Le sujet de la séparation à la source, c'est nettement pas suffisant à la échelle. Donc, on va former tous nos collègues, on appelle ça chargés d'opération, ça ne parle pas de monde, c'est les chargés d'affaires, pour localement, dès que c'est possible, dès qu'il y a une opportunité, essayer de promouvoir la séparation. C'est enregistré. Ça, c'est très